Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. La mode et le luxe font souvent rêver, mais ils soulèvent aussi beaucoup de questions chez les parents et les jeunes. Est-ce que ce sont de vrais métiers? Est-ce que ce sont des métiers d'avenir? Par quelle filière passer? Pour y répondre, je suis très contente d'accueillir Frédéric Gérardin, délégué général du comité stratégique de la filière mode et luxe. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce qu'est le comité stratégique de la filière mode et luxe justement, et concrètement votre rôle au sein de celui-ci? Oui, merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'intervenir dans ce podcast pour présenter les opportunités du métier qui, j'espère vous en convaincre, sont nombreuses. Je suis Frédéric Gérardin et je suis la déléguée générale du comité de filière mode et luxe. Le comité de filière mode et luxe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fédération ombrelle qui rassemble l'écosystème de la mode et du luxe, c'est-à-dire l'ensemble des fédérations et entreprises du secteur, mais également les pouvoirs publics, à savoir le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, parce que la mode et le luxe sont des enjeux économiques pour notre pays et culturels de créativité d'autre part. Et il rassemble en troisième partie les organismes paritaires syndicaux. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le comité justement? Le comité stratégique de filière permet de mener des actions collectives. Donc globalement, l'écosystème, la mode et du luxe est confronté à un certain nombre de sujets et que toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande, concurrente d'une autre ou pas, est confrontée. Et donc ces sujets sont autour de la formation et l'attractivité des métiers techniques, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi du développement durable, de l'innovation, du financement des entreprises. Et ensemble, dans cette enceinte, on met en œuvre des projets collectifs pour essayer d'y répondre. D'accord, très bien. Quel est aujourd'hui le principal enjeu pour les jeunes qui s'intéressent au métier de la mode et du luxe? Alors le principal enjeu, je pense, c'est d'identifier les métiers et d'oser franchir le pas. Le comité Colbert avait fait une étude et c'est vrai que a priori, ce qui empêche de franchir le pas, c'est qu'on ne connaît pas les métiers. Et donc nous, notre volonté, c'est de les signifier, de les mettre en valeur. On a construit pour cela un site qui s'appelle Savoir pour faire, qui les présente. Et vous verrez, ils sont nombreux et surtout, il y a un certain nombre de postes à pourvoir puisqu'on évalue à 10 000 le nombre de postes à pourvoir chaque année en France. Très intéressant. On entend parfois que justement ces métiers, ils appartiennent au passé. Comment est-ce qu'on explique qu'ils sont au contraire des métiers d'avenir? Alors pour moi, c'est une idée reçue qu'ils appartiennent au passé. C'est des métiers issus de la tradition, de la culture, donc ils s'inspirent effectivement de savoir-faire souvent anciens, traditionnels, locaux. Pour autant, ils sont extrêmement réinterprétés. Ils sont combinés avec des outils numériques souvent. Ils se transforment. Et on a identifié sur notre site, sur Savoir pour faire, que 40% d'entre eux concerner des métiers intégrant du numérique ou de l'innovation. Pour moi, ce sont vraiment des métiers, à la fois inscrits dans les savoir-faire anciens et d'avenir. Très bien. Quelles sont les perspectives de carrière dans la filière aujourd'hui? Alors, on a identifié plus de 200 formations, partout en France qui vont du CAP au bac+5. Donc un jeune peut commencer par exemple comme apprenti et progresser. On a un témoignage sur notre site de Théo par exemple qui est devenu chef d'atelier textile à 24 ans après un bac pro. Il y a d'autres témoignages qui montrent aussi ces parcours. En fait, aujourd'hui, on cherche des personnes qui sont engagées et les opportunités pour progresser sont nombreuses. Ce sont des métiers qui demandent du temps, un temps de formation, mais après, on peut faire toute une évolution au sein d'une même entreprise. En tout cas, il y a des besoins. Beaucoup d'entreprises recrutent en alternance. Ça permet une insertion qui est plus rapide ensuite et qui garantissent une évolution professionnelle. Très bien. Donc on incite les parents à aller voir justement ces témoignages sur le site qu'on mettra en commentaire. Tout à fait. Pour accéder à ces métiers, il faut parfois emprunter la voie professionnelle, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou exemples qui montrent que cette voie, elle doit pas être un choix par défaut?
Non seulement elle ne doit pas être, un choix par défaut, mais s'il y a un message à retenir de notre échange, c'est que ça doit être quelque chose de choisi. Autant les chiffres sont extrêmement probants quand les élèves ou quand les personnes en reconversion décident de s'engager, autant c'est une catastrophe lorsque c'est une voie qui a été imposée, mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers. En revanche, dans les personnes qui ont choisi de faire ces formations, on a identifié que 92 des personnes qui avaient fait un apprentissage trouvaient un emploi en moins de 6 mois. Ils le trouvent non seulement à Paris, mais ils le trouvent dans toute la France, puisque c'est une des particularités de notre filière, c'est que les différents savoir-faire sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est une des chances aussi, en territoire rural ou périurbain, de pouvoir trouver des entreprises qui recrutent dans des régions où il n'y a pas énormément d'emplois, donc c'est une chance. Et le taux d'employabilité qu'on a constaté est supérieur à la moyenne nationale. Mais encore une fois, les métiers de la main, ceux de la couture en particulier, ont trop longtemps été considérés comme des voies de garage. Donc on a envoyé dans ces filières des personnes qui n'avaient aucun désir pour ces métiers, aucun goût, en disant toi t'es puni, tu vas dans cette direction, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est des métiers qui doivent être ceux qu'on choisisse. Dans l'autre cas, ça ne fonctionne pas. Ça doit être fait avec passion. Oui, ou au moins, un grand intérêt pour le sujet et pas la contrainte. Très bien. Vous l'avez dit, la filière, elle recrute partout en France. Pouvez-vous rappeler la diversité des formations et des opportunités au-delà de Paris, notamment celles qui sont mises en avant dans votre guide de formation? Oui, la filière Modélux est présente sur l'ensemble du secteur pour redonner un petit peu un éclairage sur ce qu'est la filière Modélux ou ce que nous considérons comme la filière Modélux dans le comité de filière. C'est tout ce qui concerne, les produits d'équipement, donc ça va être aussi bien, l'habillement, le textile, le cuir, la chaussure, les bijoux, avec un petit peu d'art de la table. Ce qu'on ne prend pas dans notre acceptation du terme Modélux, c'est la cosmétique et les parfums qui sont traités dans un autre comité de filière, qui est le comité de filière chimie. Et donc, ce sont des savoir-faire qui sont issus, comme je l'ai dit, de territoires traditionnels. Et sans surprise, on retrouve encore beaucoup d'habillement dans le Grand Ouest. Tous les façonniers du luxe sont dans la région Grand Ouest, donc Normandie, Pays de Loire. Autour de Caen, de Cholet, on a des grands façonniers par là-bas qui servent les maisons de luxe. La maille autour de Troyes, le linge de maison ou le textile dans les Vosges, mais aussi dans les Hauts-de-France. La maroquinerie dans le sud-ouest ou dans la région Rhône-Alpes. La soie à Lyon. Donc traditionnellement, on avait des savoir-faire dans ces régions qui se sont poursuivis et augmentés, on va dire, qui se perpétuent. Comment est-ce qu'on trouve des établissements pour se former ou même, pour travailler? Alors, toujours sur notre site, qui est extrêmement complet, donc c'est un site qui a été monté avec l'ensemble des fédérations, à la fois celles de l'habillement, du cuir, de la bijouterie, de l'horlogerie, des arts de la table, donc qui rassemble l'écosystème des écoles que l'on a identifiées, écoles publiques, écoles privées, à Paris, en région, de tout niveau, formation initiale, formation continue. Et donc, vous pouvez, en allant sur le site, en renseignant la région et le secteur dans lequel vous souhaitez travailler, trouver les formations. Parfait. Les métiers évoluent beaucoup, il y a moins de pénibilité, des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Quelles transformations vous semblent les plus marquantes? Déjà, peut-être les conditions de travail. Donc, on n'a pas une idée tout à fait juste de ce que peuvent être aujourd'hui les conditions de travail de ces métiers, mais c'est souvent dans des espaces qui sont très innovants, très ergonomiques, robotisés, sécurisés. On est loin de l'image qu'on pouvait avoir du temps de Zola. Les ateliers ont véritablement été transformés. On a un grand souci qui est apporté aux conditions, aux environnements de travail, des technologies numériques. Je le disais, encore une fois, on est sur les savoirs de la main et là, c'est essentiel dans nos métiers. Pour autant, il y a du numérique, que ce soit dans la conception assistée par ordinateur, dans les découpes laser, peut être aussi dans les impressions 3D. En tout cas, le numérique aide à moderniser les gestes et les outils, même si on reste sur des savoir-faire de la main
habillement en particulier, on travaille sur des matières souples et on ne sait pas aujourd'hui coudre autrement qu'à la main. Donc sur notre site Savoir pour faire, on a plus de 80 fiches, métiers. On a un certain nombre de personnes qui témoignent de leur quotidien. On les voit aussi dans leur environnement. Donc si vous ne me croyez pas, vous pouvez voir sur les vidéos, en tout cas, des environnements qui sont extrêmement variés. Les personnes en situation de travail, vous vous ferez une idée de ce que sont les conditions, aujourd'hui, en France en particulier. Parfait. Que diriez-vous aux parents qui hésitent encore à encourager un jeune vers la voie professionnelle ou vers l'industrie du luxe? Moi, je dirais que la voie professionnelle, c'est une filière porteuse qui allie passion, sécurité de l'emploi avec des perspectives d'avenir, et une forte demande dans tous les bassins d'emploi, des mobilités possibles. Alors, bien évidemment, les conjonctures parfois peuvent percuter les messages que je porte ou qui sont portés d'une façon générale. Pour autant, on est une filière avec des savoir-faire qui se transmettent, et même quand la demande est moins importante, il faut continuer à former, à recruter parce que les mains mettent un certain temps à être formées, et pour progresser, en tout cas, il est important de capitaliser sur les ressources humaines et sur les salariés. Encore une fois, je reviens sur, le message que j'ai passé tout à l'heure. Pour moi, ça ne doit pas être un choix par défaut, c'est vraiment un choix que l'on doit faire en connaissance de cause, savoir ce qu'est le métier. Les vidéos sur le site montrent à la fois les gestes, les quotidiens. C'est très important de se documenter avant. Dans beaucoup d'écoles, on fait passer des tests d'aptitude technique aussi aux personnes qui sont apprenants, que ce soit des élèves dans un parcours initial ou en reconversion, de façon à ce que chacun soit certain qu'il puisse s'engager dans ce type de formation, qu'il y ait un minimum d'habilité manuelle. On ne demande pas de savoir-faire avant la formation. Pour autant, il faut avoir une appétence manuelle certaine. Aimer des tâches dans un atelier qui peuvent, pour certains, paraître répétitifs, pour autant qui sont chaque fois différentes puisque les produits, même si les gestes sont dans un même univers, les produits sont toujours différents. Travailler en groupe, en général, pour confectionner des collections, il est rare qu'on soit seul à produire une unité. On s'inscrit dans une chaîne ou dans un maillon pour fabriquer ces produits. Peut-être avoir un rapport au temps conscient. Il faut du temps pour se perfectionner, et c'est comme pour le sport, c'est comme pour, la musique, c'est comme pour un certain nombre de choses. On ne peut pas être expert tout de suite, donc il faut avoir une certaine constance, le savoir, s'engager, et l'évolution est aussi liée au fait de progresser et d'apprendre. Moi, je suis à chaque fois surprise, chaque fois que je visite des ateliers, de voir la passion des personnes que je rencontre. J'étais cette semaine encore dans un atelier de broderie pour, des grandes maisons de luxe. Il n'y avait pas un bruit dans l'atelier, il y avait que des jeunes et des personnes, quand on les interrogeait avec un grand sourire, et qui étaient là parce qu'elles, en avaient envie, parce qu'elles aimaient, et c'est ce qu'elles me montraient. Ce qu'elles avaient créé est extrêmement surprenant, beau, différent, enfin très, très enrichissant, et en tout cas, je pense pas qu'une seule d'entre elles avait envie d'être ailleurs. C'est super. Pour conclure, qu'est-ce que vous recommandez aux parents d'aller voir sur le site? En premier, je recommanderais le guide d'orientation. C'est un guide qu'on a mis à jour à l'automne dernier, donc qui est très complet, qui permet de décrire l'ensemble des filières et de présenter les écoles, les niveaux d'études qui sont requis, les niveaux de diplômes obtenus. Il y a un tableau en particulier très expressif à la fin que je recommande. Je trouve que c'est une base utile. Et dans l'onglet médiathèque, on a plus de 160 vidéos qui présentent des témoignages, là aussi, qui sont répertoriés par secteur d'activité, et donc de se plonger dans ces vidéos et d'écouter des personnes qui témoignent directement de leur quotidien et de leur métier, pour ne pas avoir une image idéalisée ou rêvée ou fausse d'un métier, mais de pouvoir l'appréhender par les personnes qui le font. Je dirais peut-être que ces métiers sont peu connus aussi parce que c'est des métiers qui servent le luxe, et pour des raisons de sécurité, ils sont souvent cachés. Donc on n'a pas les adresses des ateliers, des sertisseurs, des tailleurs de pierre ou même
de personnes qui travaillent pour des grandes maisons de luxe parce que les valeurs des produits sont trop importantes. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit peut-être pas assez au quotidien et pourtant ils fourmillent sur tous les territoires, dans toutes les régions et il y en a sûrement un près de chez vous. Très bien. Et en complément du site, donc bien sûr, on a un Instagram qui est extrêmement complet, parce que à chaque fois, je parle du site internet, mais bien évidemment, c'est un des outils de notre campagne Savoir pour faire. C'est une seule et même campagne. Et donc, sur Instagram en particulier, vous avez de nombreuses petites anecdotes ou jeux autour des métiers, des devinettes, des présentations de petits témoignages. Et donc, c'est aussi très complémentaire de ce qu'on peut trouver sur le site. Où est-ce qu'on vous rencontre? Alors, globalement, on participe à de très nombreux salons, donc vous pouvez nous rencontrer, physiquement. En général, il y a des représentants de la filière et notre chargée de communication, Agnès, qui est présente, qui répond à vos questions dans les salons étudiants, à Paris ou en région et bien sûr par, mail, en nous adressant un message. Si vous avez des questions précises, on se fait toujours un plaisir d'essayer de vous répondre. Et on trouve, toutes les dates des événements, je suppose, sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux? Exactement. Parfait. Merci beaucoup Frédéric. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.